Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment la dernière aventure moderne. Ça n'a pas de prix de faire ce qu'on aime. Et tout au long de mon parcours d'entrepreneur, à aucun moment, j'ai regretté avoir fait ce choix. Toutes mes peurs, toutes mes difficultés, tous les moments de doute, les moments d'échec, je les ai combattus en me mettant dans l'action. Il y avait vraiment que le Bitcoin, hein. On parlait pas de la crypto, on parlait du Bitcoin. Et pour moi, c'était une double révolution. D'abord, une révolution technique qui permet d'échanger des valeurs sur Internet de manière décentralisée. Je pense qu'un bon entrepreneur, c'est un entrepreneur qui est avant tout pragmatique, qui doit évidemment penser différemment. Un bon leader, c'est quelqu'un qui arrive à faire quelque chose à quelqu'un, non pas parce qu'il est contraint de le faire ou qu'il doit le faire parce qu'il a un salaire à la fin, mais parce qu'il a envie de le faire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si on veut aller vers une entreprise avec des associés, créer de grosses équipes, si on n'a pas cette envie de toute façon et cette notion de leadership qui vient naturellement, ça va être très compliqué. Un solopreneur ne doit pas rester tout seul dans son coin et qu'il a tout à fait intérêt à rejoindre des communautés d'entrepreneurs. Hello les aventuriers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi d'être avec Eric Larchevêque, que vous devez sans doute connaître. Il est toujours dans l'émission Qui va être mon associé. C'est le fondateur de Ledger. Et j'ai eu la chance de le rencontrer il y a quelques semaines à son domaine proche de Vierzon, au domaine L'Archevêque, pour une masterclass. Et du coup, on n'avait pas forcément le temps de réaliser un podcast à ce moment-là. Donc, on s'est dit qu'on ferait ça un peu plus tard tranquillement. Donc, c'est parti. Salut Eric, enchanté. Salut Adrien. Bon Eric, pour ceux du coup qui ne te connaîtraient pas, est-ce que déjà, en quelques mots, tu pourrais un peu te présenter et après on ira un peu plus en détail dans le cœur de la conversation? Bien sûr, Adrien. Donc, Eric Larchevêque, 50 ans. Je suis ingénieur en microélectronique, mais surtout entrepreneur. J'ai fondé ma première entreprise en 1996. Ça fait un certain temps. J'en ai fait une dizaine au total, dont Ledger, qui est le leader mondial des solutions de sécurité, hein, qui est la 17e licorne française. Et je suis aussi investisseur, puisque je fais partie du jury investisseur de l'émission Qui veut être mon associé. Là, c'est la 4e saison qui est en cours de diffusion en ce moment sur M6. Et puis j'ai aussi des activités de suivi des entrepreneurs, notamment au domaine avec des masterclass que je fais, donc, de tout mon parcours, j'ai eu pas mal d'expérience et aujourd'hui j'aime bien accompagner d'autres entrepreneurs et suivre d'autres aventures. Ok. Aventure, d'ailleurs, c'est l'idée de ce podcast et justement, c'est un thème qui me parle beaucoup parce que l'aventure, d'ailleurs, pour toi, on peut dire ça peut être intéressant. Qu'est-ce que ça représente pour toi, l'aventure? L'aventure, pour moi, c'est la découverte de choses que d'autres n'ont jamais découvert. Et on vient à une époque où tout a été vu, tout a été exploré. C'est très, très difficile d'aller sur des territoires inexplorés ou alors il faut aller dans l'espace, sur Mars. Et donc, c'est quand même assez compliqué. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment la dernière aventure moderne. Et faire le parallèle entre entrepreneuriat et aventure me parle complètement parce que quand on crée un produit, quand on crée une entreprise, on lance un projet, on part vraiment dans l'inconnu, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Il va y avoir des hauts, des bas, des rebondissements, une véritable aventure. Et donc, c'est pour ça vraiment que j'adore l'entrepreneuriat. Ok, ouais, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, ça matche très bien avec le décor qui est derrière toi. Il y a notamment, je vois un bateau, une personne dans l'espace, enfin avec un. Oui, alors il y a des photos de la mission Apollo sur la Lune. Il y a un bateau, alors le Titanic. Hein. Pourtant, il y a pas de message caché, mais oui, un mélange entre de l'aventure, de l'espace. C'est vrai que ça illustre bien ce qu'est un entrepreneur aujourd'hui. C'est un peu justement ce décor. Désolé pour la petite parenthèse, mais c'est exprès justement. C'est parce que ça t'inspire un peu au quotidien ou? Oui, alors c'est parce que ça correspond, je pense, à ce qui m'anime, à ce que j'aime, et donc je l'avais pas forcément vu comme ça, je l'ai pas créé pour donner un esprit aventurier, mais en tout cas, ce sont des choses que j'aime bien et qui correspondent à mon caractère. Donc, si c'est l'aventure, ça doit être ça. C'est peut-être le sens caché de tout ça. J'aime bien faire des parallèles, peut-être un peu trop recherchés des fois. Et du coup, à partir de quel âge et qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre justement? À partir de quel moment, tu n'as eu pas un déclic, mais tu t'es dit, je suis plus fait pour l'entrepreneuriat que peut-être le salariat. Enfin,
Ah bah c'est très clair, c'est lors de ma dernière année d'ingénieur en 1996 où on devait faire un stage de fin d'études. Moi, je suis ingénieur en microélectronique, donc je ne pouvais faire mon stage que dans une grande entreprise qui possède donc des laboratoires et toutes les ressources nécessaires pour fabriquer et travailler sur la fabrication de puces et de processeurs électroniques. Donc j'étais chez Philips Semiconductors et en réalité, dès que je suis arrivé là-bas, je me suis dit que c'était pas possible. Je voyais tous ces ingénieurs au teint grisâtre qui avançaient comme tels des âmes en peine dans un énorme bâtiment absolument gris. Et je me suis dit, mais comment font-ils pour ne pas se pendre? Je me suis dit, je ne peux pas me projeter dans le futur en tant que salarié dans un grand groupe. Et c'est à ce moment-là où, en panique, parce que mes études ne me projetaient que vers ce type de grandes entreprises, que je me suis dit je me suis mis à rechercher d'autres options, d'autres choses. Je voulais finalement être libre. Je voulais pas me sentir enfermé dans cette entreprise, mais ça aurait pu être une autre. Et donc c'est ça qui m'a amené vers l'entrepreneuriat. À l'école, on nous avait jamais parlé d'entrepreneuriat. Je savais pas que c'était. Enfin, je savais que ça existait, mais en tout cas, c'était pas une notion qui avait été mis en avant ou autre. Et avant, je m'étais jamais dit je serai entrepreneur. C'était pas quelque chose qui était à la mode et dont on parlait. Et donc, c'est vraiment le rejet du salariat qui m'a amené vers l'entrepreneuriat. Ok. Et est-ce que justement, au cours depuis que tu as fait ce choix, entre guillemets, cette voie vers l'entrepreneuriat, quand tu as rencontré des entrepreneurs, etc., justement, tu as ressenti que c'était un peu l'opposé de ce que tu viens de décrire. C'était forcément, il y a des hauts et des bas. Tu as dû voir les deux opposés. Tu n'as pas de regret par rapport à ça d'avoir des fois, parce que j'imagine que tu peux peut-être les citer, tu as eu pas mal d'échecs aussi, entre guillemets, dans ton parcours, ou des bas et qui t'ont fait un peu vouloir te dire, bon, allez, je sais pas si je suis dans la bonne voie ou pas. C'est vrai que quand tu choisis la voie de l'entrepreneuriat, tu pars dans un ascenseur émotionnel et tu sais pas où tu vas aller. Tu pars à l'aventure et je me rappelle très bien que alors que avec mon associé qui avait fait le stage avec moi de la même école, on galérait à se payer le SMIC parce que c'était vraiment pas facile. Tous les autres copains qui étaient diplômés, eux, étaient extrêmement bien payés sur des postes d'ingénieurs dans des grands groupes. Pour autant, je savais que j'avais fait le bon choix parce que même si c'était difficile, même si chaque mois on devait remettre en jeu le chiffre d'affaires du mois prochain, qu'il fallait toujours trouver des nouveaux clients, on faisait ce qu'on voulait, on était heureux et même si on travaillait 2 ou 3 fois plus qu'eux et qu'on gagnait 2 ou 3 ou 5 fois moins qu'eux, on était alignés avec nos valeurs, avec notre objectif et ça, il y a rien, ça n'a pas de prix de faire ce qu'on aime. Et tout au long de mon parcours d'entrepreneur, à aucun moment j'ai regretté avoir fait ce choix parce que même s'il y a des moments très difficiles, même si parfois on crée des entreprises et que ça ne fonctionne pas, qu'il y a des constats d'échec et qu'on se plante et qu'il faut repartir et recommencer, je n'ai jamais été autant heureux que lorsque je mettais un produit sur le marché, que je voyais l'usage, que je voyais les choses qui se passaient. C'était vraiment, on vit pour ça, on vit pour ces moments. Et tant mieux s'il y a des hauts et des bas, et tant mieux s'il y a cet ascenseur émotionnel, parce que autant les bas sont durs et violents, autant les hauts sont grisants et extraordinaires. Et pour vivre ça, pour vivre de manière aussi entière, il y a vraiment, pour moi en tout cas, que l'entrepreneuriat qui aurait pu me l'apporter. Donc non, je n'ai jamais regretté d'avoir fait ce choix. Ah, ok, c'est hyper intéressant. Et justement, est-ce que tu arrives, on va dire de manière un peu psychologique, quand tu es vraiment dans un bar pendant 1 ou 2 jours, est-ce que tu arrives à savoir que ce que tu te dis exactement, tu te dis que ça va être mieux après pour remonter Alors, toutes mes peurs, toutes mes difficultés, tous les moments de doute, les moments d'échec, je les ai combattus en me mettant dans l'action. C'est-à-dire que lorsque on se prend un mur, lorsqu'on s'aperçoit que on a un échec, on a fait une erreur, ça fonctionne pas, il y a un problème. Moi, mon réflexe était de repartir dans l'action, de reconstruire immédiatement quelque chose, de trouver des solutions, de faire, d'exécuter et de pas rester à réfléchir et à me poser des questions parce que ça, c'est la meilleure manière de psychoter et de s'enfoncer dans un trou où on ne sait pas s'il y a un fond, finalement, parce qu'avant de toucher le fond de la piscine, il va peut-être falloir creuser longtemps. Et donc, je réponds par l'action et j'ai toujours été dans l'action et dès que j'avais une difficulté, je disais, je me disais pas, ça ira mieux, ce sera mieux plus tard, parce que ça, c'est des perspectives un petit peu lointaines. Je me disais, OK, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour corriger le tir, pour reconstruire, pour repartir?
Et je trouvais une approche, une roadmap, une solution, et donc je me mettais à l'exécuter. Et à partir du moment où tu te mets dans l'action, tu as l'impression de faire quelque chose, de construire, et tout de suite, tu rebondis, tu te remets en route, tu te remotives, et ça repart. Ok, ouais, c'était intéressant d'ailleurs, parce que je me rappelle, tu m'avais dit la dernière fois que un moment où tu avais, je crois, vendu peut-être ta deuxième entreprise avant de fonder Ledger et notamment la maison du Bitcoin, tu t'es dit que tu allais créer la maison du Bitcoin, être dans l'action avec un local, etc., un lieu physique, créer des opportunités. Je sais pas Oui, si c'est... c'est ça. C'était, je pense, c'est ma sixième ou septième entreprise. Je voulais être dans le Bitcoin, mais je ne savais pas quoi faire exactement. J'arrivais pas à trouver le bon projet. Donc, j'étais un peu en situation d'échec parce que je n'arrivais pas à trouver le début d'une action, d'une exécution. Et donc, je me suis dit, on va transformer cette faiblesse en force. Je vais aller ouvrir un local qui s'appellerait la Maison du Bitcoin. On va parler du Bitcoin. Il n'y a pas de business plan. Il n'y a pas vraiment de business model et on verra bien et on va créer des opportunités et c'est exactement ça. C'était de créer un terreau d'opportunités pour pouvoir ensuite les saisir et en faire quelque chose. Et c'est cette approche-là qui a donné lieu à la naissance de Ledger. Ok. Et d'ailleurs, en parlant de mouvement et d'aventure, toi, tu as quand même un parcours où tu as pas mal voyagé au cours de tes expériences professionnelles. Je crois que tu étais parti en Lettonie. En Roumanie, puis en Lettonie, oui, tout à fait. Je me suis expatrié une dizaine d'années. Et du coup, ces idées de partir en voyage et en expatriation, c'était quoi? C'était dans le but d'un enrichissement personnel. Est-ce que tu arrives à faire le lien aussi avec l'entrepreneuriat justement? Ah, bien sûr, puisque c'était des opportunités professionnelles, d'entrepreneurs qui se couplaient avec aussi une envie personnelle de changer d'air, de découvrir. Mais en tout cas, tous mes voyages, toutes mes décisions, toutes mes aventures ont pour point commun qu'elles sont liées à un projet entrepreneurial. C'est-à-dire que jamais il me serait venu à l'idée de partir avec mon sac à dos en Patagonie pour explorer. Par contre, si à un moment j'avais eu une opportunité de créer un business là-bas, j'y serais allé. Donc c'est vraiment l'aventure entrepreneuriale qui me porte. Et comme je suis ouvert à tout et que je me mets pas de limites et que je vois des opportunités partout, l'expatriation n'a pas été pour moi un frein et au contraire a été une capacité supplémentaire d'aller encore plus loin, puisque ce qu'il y a de bien quand on arrive dans un pays qu'on connaît pas, c'est qu'on a l'impression que tout est possible. Et ça, c'est un biais extrêmement favorable, puisque même si c'est pareil, voire pire, comme on ne le sait pas, on se met pas de croyances limitantes et donc on arrive et on fait des choses que normalement on n'aurait pas fait puisqu'on se serait soi-même limité. Donc le fait de changer complètement d'environnement stimule la créativité et stimule la capacité d'entreprendre. Ok. Et d'ailleurs, en parlant de créativité, est-ce que c'est intéressant parce que il y a un peu de. Est-ce que tu penses que la créativité pour entreprendre, c'est vraiment quelque chose d'important et d'intéressant à développer au début, ou ça peut être il y a deux approches différentes? Est-ce que tu penses que c'est mieux d'être créatif mais ça peut être je pense qu'un bon entrepreneur, c'est un entrepreneur qui est avant tout pragmatique, qui doit évidemment penser différemment et donc d'une certaine façon avoir une dose de créativité, mais quelqu'un qui serait trop créatif dans le sens artistique et qui aurait trop tendance à partir dans des réflexions et dans l'imaginaire aura du mal à être dans l'action. Et le juge de paix dans l'entrepreneuriat, c'est l'action, c'est vraiment ça qui compte. Et donc, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un avant tout qui est capable de faire et donc qui est pragmatique. Et il faut donc trouver le bon équilibre entre une capacité d'exécution, d'action, et aussi une forme de créativité qui va permettre d'approcher une problématique de façon nouvelle pour justement être différent et pour pouvoir aller trouver le succès là où d'autres avant se sont plantés. Donc, bon, comme beaucoup de choses, c'est souvent une question d'équilibre. Mais en tout cas, moi, je me considère pas comme un créatif. Oui. Même si je peux avoir peut-être quelque part une âme d'artiste, j'en sais rien, je me suis jamais posé la question, mais je me considère avant tout comme quelqu'un de très pragmatique et c'est ce qui a toujours fait ma force, d'être vraiment dans l'action et dans l'exécution et pas trop dans la réflexion et l'imaginaire. Est-ce que dans tous tes projets entrepreneuriaux, est-ce que t'as toujours entrepris en équipe ou avec des associés cofondateurs ou ça t'est arrivé d'être tout seul? Et quand tu étais en équipe, est-ce que tu étais plutôt, on va dire, un peu le leader et justement celui qui était dans l'action pour initier le projet et le faire avancer? Ou comment tu te positionnes par rapport à ça?
Je fais partie de ceux qui pensent que l'entrepreneuriat se fait le mieux à plusieurs. Donc j'ai toujours eu des associés, j'ai jamais voulu entreprendre seul parce que je sais à quel point c'est difficile et ma force justement, au-delà de l'action et au-delà de ma capacité d'exécuter, de faire, de coder, de construire, de faire des produits, etc. J'ai et ça je l'ai découvert sur le tard, et je le savais pas forcément en tout cas avant. J'ai une bonne capacité de leadership, c'est-à-dire de pouvoir rassembler des personnes autour d'un projet et de les faire avancer dans la bonne direction avec l'état d'esprit qui soit le meilleur possible, l'engagement le meilleur possible, la meilleure confiance possible. Et ces capacités de leader, en tout cas, ont été un des éléments, je pense, importants dans la réussite de Ledger, par exemple, puisque nous étions 8 cofondateurs, 3 entreprises qui ont fusionné avec 8 personnes différentes, 3 CEO, il en reste plus qu'un. Enfin bon, c'est sur le papier, ça a tout pour foirer. Pour autant, ça a bien fonctionné et je pense que clairement mes capacités de leader, puisque j'avais ce rôle, a aidé à permettre à la mayonnaise de prendre et c'est un des éléments essentiels du bon entrepreneur d'avoir cette capacité à s'entourer et du reste. Lorsque j'ai créé ma première entreprise, que je connaissais rien à l'entrepreneuriat et que je suis allé à la Fnac pour trouver des bouquins et lire, essayer de comprendre, la première chose sur laquelle je suis tombé en ouvrant mon premier bouquin, c'est savoir diriger, c'est savoir s'entourer. Et ça, c'est vraiment le conseil, le premier et le seul conseil, je pense, que j'ai pris sur l'entrepreneuriat, qui a toujours guidé mes choix de vie. Et donc, clairement, pour moi, un bon entrepreneur, c'est aussi quelqu'un qui sait s'entourer. Mais justement, il y a deux, enfin, est-ce que tu penses que c'est simple, c'est aussi simple de bien s'entourer si on n'est pas forcément de base ou de nature un bon leader? Là, je sais pas, la capacité d'entourer, de bien s'entourer, c'est la capacité aussi de convaincre et d'emmener des gens sur un projet commun. Et donc, effectivement, ça correspond à la définition d'un bon leader. Un bon leader, c'est quelqu'un qui arrive à faire quelque chose à quelqu'un, non pas parce qu'il est contraint de le faire ou qu'il doit le faire parce qu'il a un salaire à la fin, mais parce qu'il a envie de le faire. Parce qu'il se sent investi d'une mission, qu'il croit à cette mission, qu'il est content de le faire et de participer. Et donc, certes, évidemment qu'à la fin, il a un salaire, mais c'est cet élément-là qui permettent de créer des équipes et de faire en sorte que ça fonctionne. Et pour embarquer aussi des associés ou des partenaires donc sur un projet, il faut avoir cette capacité de convaincre, pareil, pour arriver à lever des fonds. Et donc, la capacité de leadership, elle est essentielle, mais il faut aussi savoir qu'un leader, c'est pas forcément quelqu'un qui sait qu'il est un bon leader. Il y a pas d'école du leadership. Moi, je me suis dit, c'est vraiment sur le tard que j'ai compris que j'étais un leader. C'est-à-dire que pendant toutes les années où j'ai entrepris, jamais la notion de leadership m'était venue à l'esprit, ni non plus de manager. Moi, on me demandait est-ce que tu manages tes équipes. J'ai dit, je comprends pas la question que tu me poses. Je sais pas ce que c'est qu'un manager. Donc, même si on n'a pas cette théorie, même si on n'a pas fait des études de leadership ou de management, en réalité, à partir du moment, je pense, on est quelqu'un qui est normal, qui peut amener du bon sens, qui considère les autres comme des êtres humains normaux et qui va pas utiliser sa position comme un élément pour pouvoir prendre le contrôle, mais qui au contraire va être à l'écoute, donner la confiance et aider les autres en leur donnant le meilleur engagement possible. Finalement, ça fonctionne. Donc, je pense qu'être un bon leader, c'est pas si compliqué que ça. Je pense que c'est juste se comporter comme un être humain normal, de respecter les autres, et puis aussi d'avoir une vision qu'on est capable de partager et d'articuler pour que les autres puissent la comprendre et se mettre derrière. Donc, si en tout cas on n'a pas ça, ça va être difficile d'être un entrepreneur, en tout cas dans un contexte d'association, de créer des équipes. On pourra peut-être être un bon solopreneur et réussir à faire sa boîte dans son coin et réussir. Hein. C'est pas, on peut très bien réussir en étant tout seul. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si on veut aller vers une entreprise avec des associés, créer de grosses équipes, si on n'a pas cette envie de toute façon et cette notion de leadership qui vient naturellement, ça va être très compliqué. Ouais, c'est intéressant d'ailleurs que tu aies mentionné le mot solopreneur parce que ça allait être une question que c'est un peu ce que tu fais maintenant et je voulais justement te poser cette question. Mais avant ça, est-ce que pour illustrer ce que tu viens de dire, juste sur l'exemple notamment de comment tu as fondé Ledger et quand vous étiez 8 associés, très rapidement dire
comment tu as réussi vraiment de manière très concrète à fusionner un peu 3 projets et 3 équipes? Parce que moi, je t'avais posé quand on s'est vu la dernière fois la même question sur Algae et fusionner plusieurs projets en même temps. Comment tu t'y es pris et comment tu t'es dit ouais, on va être plus fort à travailler ensemble que séparément, quoi. Alors, ça a été assez simple en réalité. Donc, évidemment, d'abord, j'avais croisé la route de 2 entreprises. Il y avait BTChip qui venait de la carte à puce et Chronocoin qui vendait des bitcoins par la poste. BTChip avait commencé à travailler avec Chronocoin en utilisant leur carte à puce pour pouvoir avoir un média pour envoyer les bitcoins par la poste. Donc, bref, j'ai vu ces 2 équipes commencer à travailler ensemble, mais je voyais bien qu'elles avaient des difficultés sur la construction du projet entrepreneurial, de lever des fonds, de développer en fait vraiment une start-up. Et j'ai vu une opportunité de se dire, en fait, on est assez complémentaires et on pourrait travailler ensemble. Et donc, concrètement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réuni tout le monde à la maison du Bitcoin un samedi de juillet 2014 et j'ai exposé mon plan. Je leur ai dit, voilà, vous êtes là parce que je pense qu'on peut travailler ensemble. On a la capacité de construire un projet commun qui serait le leader mondial des solutions de sécurité pour crypto-actifs. On va appeler ça Ledger. Toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça. Voilà ce que moi, je vais apporter. Voilà ce que chacun met sur la table. Par rapport à tout ça, les pourcentages, les valorisations d'entreprise, ça donne ce résultat-là. Et donc, toi, tu vas avoir ce pourcentage, toi, tu vas avoir ce pourcentage. Le CEO, ça va être moi parce que moi, je vais porter la vision de l'entreprise, lever des fonds, réussir à construire les équipes, etc. Toi, tu vas travailler sur le produit. Toi, tu vas travailler sur la tech. Toi, tu vas faire la communication. Toi, le marketing. Toi, blablabla, blablabla. Et donc, en fait, j'ai amené et présenté un projet, alors évidemment, qui a été discuté et ça s'est enrichi des discussions, mais au final, au bout de 2 heures, on était tous d'accord et on s'est tous tapé dans la main parce que je pense que le projet que j'avais amené correspondait à la réalité factuelle et j'ai pas essayé de tirer la couverture plus à moi qu'un autre et je pense j'ai proposé quelque chose de faire, chacun s'y est retrouvé et ça a été assez naturel. Et donc ensuite, on a fait tous les papiers, la fusion, les trucs. Mais le plus important, c'était que chacun adhère à ce projet, que chacun aussi accepte qu'il y a un CEO qui soit moi. Et parce qu'avant, il y avait 3 CEO, donc il fallait qu'ils acceptent qu'ils se mettent en retraite d'une certaine façon. Mais c'est parce que je pense que le projet qui a été présenté avait force de conviction et que chacun a vu en moi un leader justement qui allait pouvoir les amener à ce niveau-là, en fait, à développer ce projet sans pour autant devoir courber l'échine et accepter une sorte de domination d'un gars qui est là, qui va dire voilà comment ça va se passer, c'est moi le chef. Parce que en fait, un bon leader n'a pas besoin d'exprimer les choses par la force ou par la peur. Et dans une organisation, dès que on commence à manager par la peur, c'est le signe d'un dysfonctionnement. Et je pense que c'est ça la capacité du bon leader, c'est sa capacité de convaincre. Et donc c'est ça qui a fait que je pense que ça a été assez simple de pouvoir réunir tout le monde autour d'une table et d'obtenir ce résultat. Est-ce que tu avais prévu un plan B au cas où tu n'arrives pas à les convaincre et justement ils disent non? Non, absolument pas, pas de plan B. Ça m'est même pas venu à l'esprit. Tiens, c'est marrant que tu me poses cette question parce que non, en fait. Mais en réalité, je me suis dit, si ça marche pas, j'imagine que si ça n'avait pas fonctionné, j'aurais dit, ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Mais je suis pas quelqu'un qui arrive avec un plan un billard à 3 bandes et des plans dans tous les sens et un mastermind en disant, voilà tout ce qui peut se passer. Non, je me suis dit, ça va être génial de faire Ledger, on a tout ce qu'il faut pour y arriver. Et j'ai convaincu les autres. Et je pense qu'ils étaient aussi convaincus. Enfin, ça a été vraiment une rencontre. Mais non, j'avais pas de plan B et effectivement, non, je sais pas ce que j'aurais fait. J'aurais trouvé autre chose, mais ça aurait été dommage. Ouais, c'est intéressant que tu n'avais peut-être pas de plan B. Peut-être que justement, c'est ça qui a fait que tu étais plus convaincant et que ça donnait l'impression en ressenti que tu croyais vraiment à 200% au projet et que tu avais envie de tout faire pour que tout le monde se mette d'accord et que ça fonctionne, quoi. Oui, exactement. J'avais pas du tout d'alternative parce que pour moi, le projet que je présentais correspondait au meilleur projet possible avec toutes les ressources et toutes les personnes qu'on avait autour de la table. Et sinon, tout à l'heure, du coup, tu as mentionné le mot solopreneur. Là, on voit d'ailleurs du coup, que tu es dans ton bureau. Tu es presque on va pas dire un nomade digital, mais un remote digital. Si je me trompe pas, tu travailles
beaucoup plus maintenant un peu comme un format solopreneur avec notamment les masterclass que tu donnes, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui, avec un petit peu de recul maintenant, que tu trouves qui fonctionne aussi bien pour ta personnalité? Et c'est quoi les différences que tu vois par rapport à quand tu étais à entreprendre à plusieurs? Et aussi, du coup, une autre question, est-ce que tu recommanderais à certains types ou profils de personnes d'être plus fait pour solopreneur ou plus pour entreprendre en équipe? Il y a beaucoup de questions dans une. Alors effectivement, j'ai toujours entrepris avec des associés, plus d'une dizaine d'entreprises où je me suis associé. Et là, pour la première fois, j'ai créé mon entreprise autour du domaine de l'archevêque, où je suis seul. Et donc par l'affaire de masterclass ou de différents cours ou d'autres activités, je produis des services autour de l'entrepreneuriat et qui sont énormément axés sur mon nom propre et ma capacité de faire, et qui donc rendent compatible cette approche de solopreneur. Ce serait plus difficile pour moi, pour ce type de projet, de m'associer avec quelqu'un de façon significative, c'est-à-dire 50-50 ou un tiers, ou même 40-30-30, sachant que je porte le projet en nom propre et qu'il a le désavantage de pas être scalable, c'est-à-dire que, c'est pas avec ça que je vais faire une licorne. Donc là, on est sur une approche radicalement différente, mais qui correspond à une étape de ma vie aussi différente et qui correspond à une volonté que j'ai de partager mon expérience, d'accompagner les entrepreneurs. Et donc, pour ce type d'approche, le fait d'être un solopreneur fonctionne très bien. Alors, ça ne veut pas dire que je suis seul, hein. Il y a une équipe, il y a du monde derrière. Donc, c'est juste au niveau de l'actionnariat que je suis seul, enfin presque seul, puisque j'ai aussi ma femme, hein, mon épouse, qui est dans le domaine. Et donc oui, c'est une approche différente. Ensuite, sur ta question de savoir est-ce qu'il faut mieux y aller seul ou aller accompagné, je pense que c'est comme dans la vie, on est toujours mieux accompagné, et pour autant, mieux vaut être seul que mal accompagné. Donc ça dépend vraiment de ce que la vie va vous offrir, des opportunités de rencontres. Ça dépend, si tu arrives à trouver un bon associé et que ça fonctionne, alors oui, il n'y a aucune raison de rester seul. Par contre, si on a le moindre doute, il faut mieux rester seul plutôt que de se dire, quand même, on me dit qu'il faut être à plusieurs, donc je vais être à plusieurs et je vais m'associer avec quelqu'un, même si je le sens pas, parce que là, c'est la recette de la catastrophe et on peut tout à fait réussir en étant seul. C'est juste, à mon sens, beaucoup plus dur parce que on a moins de monde pour pouvoir partager les difficultés. Et c'est pour ça que si on est seul, solopreneur, alors ça a du sens, en tout cas, de rejoindre des groupes d'entrepreneurs, en tout cas de résoudre la problématique de la solitude d'autres manières. Parce que ce qui est certain, c'est que si on reste vraiment seul, qu'on parle à personne, qu'on est dans son coin, on va avoir énormément de mal à avancer parce que on a besoin d'être stimulé, on a besoin d'être challengé, on a besoin d'échanger les problématiques et ça on peut le faire qu'avec un associé souvent ou alors avec d'autres entrepreneurs qui partagent les mêmes problématiques. Mais moi quand je suis revenu en France après mon expatriation et que j'ai créé Prixing, c'est un comparateur de prix, la première chose que je me suis dit, c'est il faut que je trouve un associé. Pour moi, il était impossible et impensable de continuer tout seul. Donc, je suis parti dans la quête d'un associé et donc il faut aller sortir, rencontrer du monde, parler, échanger. Puis à un moment, la vie fait que elle crée des opportunités. Exactement comme si tu te dis, je veux me marier. Bon, il faut sortir, il faut parler avec du monde. Puis des fois, si on n'est pas sûr, on va pas se marier, on va rester seul parce que sinon, ce serait faire une énorme connerie. Donc, je pense que c'est du bon sens et qu'il n'y a pas vraiment de profil type. Je sais pas s'il y a des gens qui sont faits pour être solopreneurs et d'autres pour être avec des associés. Ça dépend des opportunités, ça dépend de ce que la vie va vous présenter. Il faut savoir saisir les opportunités, ça c'est sûr. Et par contre, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, mieux vaut rester seul. Si tu t'associes pas de façon capitalistique, mais par exemple deux solopreneurs qui voudraient, on va dire, plutôt faire un partenariat ou collaborer ensemble. On imagine, toi, tu donnes des masterclass sur l'entrepreneuriat et quelqu'un d'autre donne des masterclass sur le développement personnel. Comment est-ce que tu penses que, un peu comme ce que tu disais tout à l'heure, faire un genre de collectif de solopreneurs qui se partagent entre eux des bonnes pratiques et aussi une certaine communauté, on va dire. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de possible? Est-ce que tu auras des conseils sur comment mettre en place ce type de partenariat, par exemple? Vu qu'il y a, je pense qu'il y a Ouais, effectivement, là, ce que tu décris, souvent on appelle ça un mastermind, c'est-à-dire ce sont des entrepreneurs qui se réunissent en groupe pour échanger un petit peu leurs problématiques, se challenger les uns les autres et donc permettre d'être plus forts ensemble et d'aller plus loin.
Et là, il y a des groupes en ligne, il y a des solutions. C'est un peu quand les gens qui viennent dans mes masterclass, finalement, ils interagissent entre eux. Il y a un peu ce mastermind qui se crée. Et ça, je pense que c'est des bonnes pratiques, en tout cas quand on est un solopreneur, de pas rester seul et de rejoindre des cercles d'entrepreneurs, de rejoindre des communautés. Et après, quand tu parles vraiment de se dire, tiens, moi je fais ci, toi tu fais ça, travaillons ensemble. Là, on est dans du partenariat et du business plus classique. C'est un contrat, et puis à un moment ça se fait, à un moment ça se fait plus, et chacun continue son chemin. Bon, là, on est vraiment dans du business plus classique et qui est à la fois simple parce que ça peut se faire facilement, mais aussi pas forcément pérenne parce que à un moment ça peut se défaire. Mais bon, c'est aussi l'avantage d'avoir, c'est la souplesse que donne ce type de partenariat. Et ce qui est certain, c'est qu'il faut pas rester seul, dans le sens où un solopreneur ne doit pas rester tout seul dans son coin et qu'il a tout à fait intérêt à rejoindre des communautés d'entrepreneurs, parce que rien que pour le fait d'être challengé et de voir les autres qui font peut-être plus d'argent que lui, ça va le mettre dans le bon état d'esprit, ça va le secouer et il va être meilleur et il va avancer. Et ça, c'est important. Ok, hyper intéressant. Tout à l'heure, tu as parlé de Prixing, ton aventure Prixing. Moi, c'était une anecdote que j'avais bien aimée. C'était comment te dire que tu vas arrêter un projet, parce que si je me trompe pas, ce projet, il générait de l'argent, tu avais levé des fonds, mais pour autant, tu t'es dit, je vais arrêter pour passer à autre chose. Ça apporte une question, c'est comment tu conseilles à des entrepreneurs, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui viennent te voir pour ça aussi. Quel est le bon moment pour arrêter un projet et comment le faire, quoi. Oui, savoir arrêter au bon moment est aussi important que de se dire qu'il faut continuer. On dit dans l'entrepreneuriat, il faut jamais rien lâcher, il faut toujours avoir une résilience maximum. Alors oui, il faut être résilient, il faut être capable de se remonter, de se refaire dans l'adversité. Mais parfois, il faut savoir décider d'arrêter. Il y a des projets qui fonctionnent pas, il y a des approches qui ne fonctionnent pas. Il faut rebooter, reconstruire, faire des choses différentes, et donc avoir le courage de voir les choses en face et de prendre des décisions difficiles. Quand on avait fait Prixing, on avait levé des fonds, on était une dizaine, ça faisait un demi-million d'euros de chiffre d'affaires, mais il me paraissait évident que j'arriverais pas à en faire une boîte qui génère des dizaines de millions, et que en fait il y avait un coût d'opportunité et je pourrais continuer à travailler sur ce projet pendant des années, mais avec un résultat qui serait pas, à mon avis, incroyable, alors que si j'arrêtais et que je faisais autre chose, là, je pouvais aller peut-être faire un projet qui pourrait, pourquoi pas faire une licorne. Et donc, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai arrêté Prixing, donc on l'a arrêté, on a vraiment pris la décision de stopper le projet, on a vendu les actifs, et puis après, je suis reparti dans autre chose qui a donné lieu à Ledger et qui est devenu une licorne. Et là, pour savoir en fait à quel moment pour prendre sa décision, la clé, c'est l'écoute et l'humilité. C'est-à-dire qu'il faut être en capacité de voir ce qui se passe, de regarder les différents signaux du marché, de pouvoir comprendre et avec le recul se faire une opinion assez claire, en retirant l'émotionnel de l'équation, donc une opinion claire de la situation, et ensuite de se poser la question du coût d'opportunité, de passer tout ça en fait au fil de rasoir pour arriver à une réponse qui doit venir à la fin de soi-même et de son instinct. Mais pour arriver là et être en capacité de prendre cette décision, il faut pouvoir voir la situation, et donc avoir l'humilité de se poser les bonnes questions, avoir l'humilité de prendre du recul, avoir l'humilité d'écouter, et puis ensuite avoir le courage nécessaire de des fois poser les bonnes questions sur la table. Ok, très intéressant. Là, récemment, avec tes masterclass, etc., tu as rencontré beaucoup d'entrepreneurs. Est-ce que tu arrives à faire une petite analyse et on va dire les 2 questions ou problématiques qui te reviennent le plus et les réponses que tu y donnes? Alors, il y a une problématique qui revient toujours. En fait, il y a 2 sujets. Il y a le premier sujet qui est vraiment le mindset, l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui arrivent et qui sont persuadés d'avoir un truc génial. Et quand ils repartent, ils disent, en fait, non, je pourrais faire 10 fois plus. C'est vraiment ce qu'on appelle la croyance limitante, de se dire, je suis là, je fais ça. Et ça, c'est vraiment souvent que ça arrive, que les entrepreneurs, en fait, viennent pour une problématique A. Et finalement, ils s'aperçoivent que non, le problème, c'est un sous-élément, un sous-truc qui finalement, c'est pas le sujet, que le vrai sujet, c'est que leur business, ils font peut-être 500 000, mais ils devraient faire 5 millions, et donc ils se posent pas les bonnes questions. Et là, ça secoue très fort, et ensuite, l'impact peut être aussi vraiment important pour l'entrepreneur. Et le deuxième sujet, conseil qui revient très souvent, c'est que les gens vendent pas assez cher.
Ils n'ont pas assez de marge, ils n'ont pas structuré leur prix de la bonne façon. Et ça revient, encore une fois, souvent à un problème de mindset qui est le syndrome de l'imposteur. J'ose pas vendre cher. Personne n'achètera jamais mon produit à ce prix-là. Qui suis-je pour vendre comme ça? Et ça, c'est plutôt chez les solopreneurs, chez les infopreneurs, chez les gens qui font du coaching ou d'autres qui vendent des choses, qui ont du mal en fait à se mettre en avant. C'est aussi le cas dans des SaaS qui parfois osent pas vendre au bon prix ou qui ont une approche du prix qui n'est pas la bonne. Et c'est vraiment là ces deux sujets qui sont importants et qui reviennent quand même souvent à des notions d'état d'esprit, de mindset, et je pense qu'on sous-estime l'importance de l'état d'esprit dans l'entrepreneuriat. Quelqu'un qui ses croyances limitantes, ou qui se dit je peux pas y arriver, ou c'est comme ci, ou c'est comme ça, peut perdre énormément de perspectives. Et d'où l'intérêt de parler avec d'autres entrepreneurs, de faire des rencontres, de se remettre en question, de se faire challenger, parce que ça, c'est quelque chose qui peut vraiment infléchir la trajectoire d'une entreprise. Ok, ouais, hyper intéressant. Ouais, bon, là, c'est bon, plus cher. Ouais. Et sur les thèmes que tu avais de mémoire, si je ne me trompe pas, il y avait beaucoup d'immobilier dans les projets tous les projets qui... Effectivement, il y a pas mal de projets d'immobilier, mais c'est pas non plus la grande majorité. Je pense que pourquoi est-ce qu'il y a une surreprésentation de l'immobilier? C'est parce que les boîtes d'immobilier sont souvent des boîtes qui se font en bootstrap, qui sont rentables, qui sont pas des startups, et dans l'univers, justement dans l'état d'esprit des gens qui font des startups, c'est pas d'aller chercher de l'aide, c'est pas d'aller dans des masterclass, c'est pas d'aller dans des masterminds, alors que c'est pas d'investir sur eux-mêmes en fait, alors que ceux qui ont des PME rentables, des solopreneurs sur des business rentables dès le début et dont l'immobilier fait partie, ils ont plus cet état d'esprit d'aller investir sur eux-mêmes, sur leur boîte, de se remettre en question et donc d'aller dans des masterclass. Et ce qui fait qu'on va retrouver cette prépondérance de l'immobilier dans les masterclass. Mais je pense que tu avais un peu aussi une anomalie statistique sur ta masterclass parce que c'était pas surreprésenté à ce point-là. Ok. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis sur l'immobilier qui n'a pas forcément besoin de base de lever des fonds, etc. Parce que juste avant toi, j'ai fait un podcast avec le fondateur de Mastéos, une société immobilière qui a levé 60 millions d'euros et là, ils viennent d'être annoncés en redressement judiciaire. Ça me fait poser une question que tu peux peut-être répondre rapidement. Quand est-ce que tu penses que c'est judicieux selon toi de lever des fonds ou plutôt de rester, comme tu viens de me le dire, une PME? La réponse courte, c'est que lever des fonds peut souvent créer plus de problèmes qu'autre chose. Et à moins d'être une start-up qui est dans la deep tech, qui a besoin de plusieurs années de R&D avec de véritables investissements et qui justifie le fait de mettre des fonds importants, l'accès à du cash illimité crée souvent pas mal de chaos et font prendre aux dirigeants beaucoup de décisions qui peuvent s'avérer erronées parce que on perd le bon sens épicier et c'est pour ça qu'il y a tant de startups qui lèvent beaucoup d'argent et qui se cassent la figure. Et il faut bien comprendre aussi que quand on lève de l'argent, lever 60 millions à une valo à 300 millions par exemple ou 200 millions, ça veut dire que les investisseurs derrière, ils veulent que tu ailles à 1 milliard et donc tu dois prendre tous les risques. Et donc, peut-être qu'effectivement, lever des fonds, c'est la voie royale pour devenir une licorne, parce que devenir une licorne sans lever des fonds, c'est compliqué. Mais pour autant, c'est aussi la voie royale pour se planter, parce qu'on se met en risque tellement maximum qu'on peut transformer une PME rentable et bien rentable en une boîte qui va partir en redressement judiciaire parce qu'on a voulu aller trop vite, trop loin, trop fort. Et donc, il y a un vrai danger là-dessus. Et je pense qu'il faut pas du tout voir la levée de fonds comme la solution et la voie royale pour la réussite. Je vois beaucoup plus de boîtes qui sont bootstrap, qui se sont autofinancées, gagner de l'argent, que des startups qui certes lèvent des fonds, mais à la fin, avant qu'il y ait une exit avec une plus-value pour les entrepreneurs, c'est vraiment très très loin et ça arrive quand même très rarement. C'est hyper intéressant. D'ailleurs, ça me fait rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur toi, ton business, les masterclass et l'infoprenariat n'est pas très scalable. Mais j'ai regardé justement dans le classement un peu des fortunes, je crois. Il y a beaucoup d'organismes de formation qui vendent des formations B2B à des écoles ou des programmes d'alternance avec des CPF ou certifications à Calliope, etc. Est-ce que tu penses que tu peux commencer en bootstrappant comme un infopreneur qui va vendre du coaching ou des formations, mais ensuite scaler en te transformant en organisme de formation
Oui, bien sûr. Ce qui est important, quand tu commences au début, tu commences avec ton nom, avec toi-même, et donc c'est pour ça que c'est pas scalable, et c'est pour ça que là, ce que je fais moi en masterclass, c'est pas scalable parce que je peux pas me multiplier. Mais Ouais. ensuite, bien évidemment, qu'on peut passer à un niveau supérieur en transformant quelque part son nom en une méthode qui peut être enseignée par d'autres personnes, par exemple, en faisant du revenu passif avec des masterclass en ligne qui peuvent être vendus des centaines et des milliers de fois, en créant tout un réseau de personnes qui vont faire des formations, qui vont expliquer et qui vont peut-être diluer la marque de la personne en quelque chose de plus large. C'est-à-dire qu'on c'est plus représenté par une personne en particulier, mais par une marque. On peut prendre l'exemple de David Laroche, qui est quelqu'un qui fait beaucoup de coaching. Maintenant, il a sa boîte qui s'appelle Paradox, et c'est Paradox qu'il essaye de pousser avec d'autres personnes, parce que sinon, il aura du mal. Et pareil pour des gens comme Max Piccinini, qui aussi essayent de pousser d'autres personnes pour scaler. En fait, toutes ces personnes qui ont construit un business autour de leur nom, et de leur image, et ce qui est très bien au début, et on peut aller assez loin comme ça, mais pour aller encore plus loin, ils sont obligés de passer à des niveaux différents et faire rentrer du monde et donc se transformer, oui, en organisme de formation avec des méthodes, avec des approches qui, elles, sont complètement scalables. Et toi, tu as une idée si à l'instant T, c'est quelque chose qui pourra être intéressant, ou pour le moment, tu te poses pas la question et tu es un peu dans le moment présent? Oui, ça m'intéresse parce que évidemment, comme tout business, on a toujours envie de faire mieux et donc je vais lancer dans quelques jours mon cercle d'entrepreneurs où on aura la possibilité en ligne de pouvoir participer à des workshops, de faire des choses pour avoir une plus grande scalabilité et aussi toucher plus de monde. Donc bien sûr que ça fait partie des réflexions que j'ai comme tout entrepreneur où on se dit on fait quelque chose et on veut le faire grandir. Donc ça c'est une aventure qui ne s'arrête jamais. Ok, je crois qu'on arrive bientôt à la fin de l'échange. Le but, c'est pas de prendre trop ton temps. Est-ce que tu as une petite question un peu que j'aime, ta routine au quotidien, tes méthodes de productivité, comment tu t'y prends un peu, voilà, et aussi en termes de passion extra-professionnelle, voilà. Qu'est-ce que tu as? Alors, j'ai pas de routine, absolument pas, à part me lever. Et je pense que ça sert à rien d'essayer de prendre des routines des autres parce que ce qui compte, c'est de s'écouter soi-même et de faire comme bon vous semble. Et en tout cas, pour réussir, on n'est pas obligé d'avoir des routines. Ça, c'est certain. Après, moi, ma seule routine, c'est d'être dans l'action. Je suis quelqu'un de très pragmatique qui est tout le temps dans l'action. Je suis tout le temps en inbox zéro. Dès qu'il y a un truc, je le fais tout de suite. Donc, en matière de productivité, j'ai tendance à toujours prendre les tâches les plus chiantes et les faire en premier pour diminuer ma charge mentale. C'est-à-dire que la manière dont je fonctionne, c'est limiter ma charge mentale et donc me débarrasser des trucs pénibles le plus rapidement possible. Et donc, c'est pour cette raison que je réponds très rapidement aux mails, que je suis en inbox zéro, que je traite tout et que j'ai cette capacité de pouvoir avancer rapidement et de pas traîner des trucs qui après grossissent et viennent prendre de la place. Donc, ça, c'est pour moi, en fait, en méthode de travail, la partie la plus essentielle, naturellement extrêmement réactif et de tout traiter très vite et de rien. Moi, j'ai pas de liste de tâches, j'ai pas de to-do list, j'ai rien. Parce que dès que j'ai un truc, je le fais. Alors évidemment, je peux pas tout faire dans la seconde, donc il y a des trucs que je vais faire un petit peu plus tard, mais je prends jamais de notes, j'ai rien. En fait, en matière de productivité, j'ai juste mon agenda parce que ça, j'ai pas le choix. Je suis obligé de savoir ce que je vais faire. Mais le reste du temps, j'ai rien, zéro. Je prends jamais de notes, j'ai pas de rien du tout. Et j'ai pas une mémoire incroyable. Donc, c'est juste que comme je traîne rien, j'ai rien, j'ai pas besoin de prendre de notes, quoi. Et donc, tout reste simple. C'est hyper intéressant parce que d'ailleurs, la charge mentale, c'est quelque chose qu'on voit énormément dans les entrepreneurs, etc. Mais par exemple, si tu pars en vacances, etc., est-ce que tu t'accordes quand même des moments de déconnexion totale où tu vas rien faire pendant quelques jours et même pas écoute, traiter ton inbox ou Non, jamais. Alors, il faut jamais dire jamais, mais en vacances, il me faut un truc Wi-Fi. Je dis pas que jamais je déconnecterai, puis ça dépend de tes. Mais non, c'est pas possible. J'ai pas envie en fait. Et moi, ça me dérange pas d'être. Ouais. Mais on peut pas être entrepreneur et puis se déconnecter. Alors, on peut peut-être se déconnecter une semaine. Tu vois, je vais pas faire de généralité et dire qu'il faut jamais se déconnecter parce que c'est pas vrai. Mais en tout cas, moi, je me sentirais pas mieux en me déconnectant complètement parce que justement, j'arrive à gérer assez bien les choses. J'ai pas de charge mentale. Et je dors très bien, donc j'ai pas de stress, tout va bien. Donc en tout cas maintenant, mais ouais, j'ai pas ce besoin de déconnexion. Mais d'un autre côté, j'habite en Sologne, dans la forêt. Enfin, c'est tranquille, je suis entouré j'ai tout ce qu'il faut pour quand même bien prendre du recul et je suis pas dans une vie stressante parisienne comme j'ai pu l'avoir avant. Donc c'est plus facile pour moi d'avoir ce discours. Ces moments de déconnexion, c'est en coupant du bois dans la forêt.
Ouais, c'est ça, exactement. Et tu me demandais si j'avais des hobbies. Non, non, non. J'aime bien faire du Lego de temps en temps, mais en fait, je prends pas le temps de le faire. J'aime bien écouter des livres que je veux lire en audio. Ouais, ouais, tout à fait. J'aime bien parce que quand je suis en voiture, bah, j'aime bien écouter des livres ou le soir avant de m'endormir. Ça fait du bien, ça m'endort bien. Mais sinon, j'ai pas de hobby et j'en ai jamais eu. Et je pense pas qu'avoir un hobby soit compatible avec le métier d'entrepreneur parce que c'est entreprendre qui est mon hobby en fait. Et donc, j'ai pas de je suis complètement aligné avec ce que je fais et donc il n'y a pas de la place pour un hobby parce que si j'en ai pas besoin. Ok, ouais, c'est intéressant. Ouais, mais d'ailleurs, où est-ce que t'aimes dans ton hobby dans l'entrepreneuriat, c'est le fait d'être dans l'action et de faire quelque chose, de construire quelque chose, mais pas forcément entreprendre ta passion. Parce qu'on dit souvent qu'il faut justement trouver un projet qui est une passion pour entreprendre. Moi, j'ai jamais entrepris mes passions parce que j'ai jamais eu de passion. Ce qui m'intéresse, oui, c'est de construire des projets, de leur faire prendre forme, d'être dans l'action, de les mettre sur le marché, de voir si ça se vend, d'essayer de trouver des stratégies. Enfin, c'est ça ce qui m'intéresse. Et après, peu importe le sujet. Et c'est pour ça que dans mon parcours qui est assez éclectique, j'ai fait énormément de choses différentes parce qu'il y a le seul point commun, c'est le fait de faire et d'être entrepreneur. Mais sinon, en réalité, j'ai pas de passion. J'ai aucune passion. Ok. Hyper intéressant. Une question que j'aime bien poser à la fin de mes podcasts. Mon livre, ça s'appelle Financer ses rêves d'aventure. Donc là, tu as défini l'aventure au tout début. Mais sinon, un grand rêve pour toi que tu aimerais avoir pour les prochaines années? Est-ce que tu en as qui te viennent à l'idée Non. Ou un regret que tu aimerais ne pas avoir? Ah non, ça, j'ai aucun regret. J'ai peut-être des remords, mais aucun regret. Et non, j'ai pas de rêve. Enfin, non, parce que de toute façon, je vis vraiment dans l'instant présent et je me projette assez rarement. Et non, j'ai pas de rêve. Bon, ça paraît très con à dire, mais évidemment, je souhaite le bonheur pour ma famille, les trucs. Enfin, t'as tous les trucs bateaux que je pourrais dire, mais c'est pas, ça sert à rien. J'ai pas de rêve parce que de toute façon, je fais ce que je fais, ce que j'aime. Tu vois, et en fait, je vis mon rêve. Voilà, je suis dedans et ça me va parfaitement et je suis libre. Tu vois, moi aussi j'ai écrit un bouquin, je te montrerai, ça s'appelle Entreprendre pour être libre et voilà, je suis libre. D'ailleurs, il sort le 17 janvier, ouais. En même temps qu'il veut être pour l'associer. Ah ouais, top. Hâte de le lire. Et c'est quoi la liberté pour toi d'ailleurs? On peut finir. Ça peut être le mot de la fin justement. Pour moi, la liberté, c'est le fait de faire ce que j'aime et ce que je veux, tout simplement. Ok. Bon bah hyper intéressant. Je sais pas s'il y a quelque chose d'autre que tu veux partager auprès des personnes qui nous écoutent, ou même un conseil, ou peu importe, un mot de la fin, on va dire. Le mot de la fin, c'est que les conseils que je peux donner aux entrepreneurs, c'est vraiment d'être dans l'action et d'arrêter de réfléchir, de pas rêver sa vie, mais de la vivre pour de vrai, et donc de faire les choses. Et c'est ça qui compte. L'action, c'est le juge de paix de l'entrepreneur. Donc, si vous voulez entreprendre, entreprenez, faites et arrêtez de vous poser des questions. Ouais, pas mal cette citation. L'action, c'est le juge de paix de l'entrepreneur. Ok. Oui. Top. Bon, super intéressant. Merci beaucoup pour ton temps. Je t'en prie, merci. Et hâte de revenir au domaine quand le spa sera construit. Ouais, en septembre, à partir de septembre. Normalement. Ok. Aventurier de la vie, c'est le podcast qui part à la rencontre de ceux qui réalisent leurs rêves, prennent des risques et vivent différemment. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la plateforme de votre écoute. Et n'hésitez pas à partager l'épisode auprès de votre entourage. Un grand merci pour votre soutien. C'était Adrien Hardy, auteur du livre Financer ses rêves et fondateur de la plateforme Algae pour investir dans l'immobilier facilement. À très bientôt et un grand merci. Et n'oubliez pas, la vie est une aventure.